Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on parle avec un ancien sportif de haut niveau, mais qui vient de m'avouer en off que il n'a pas lâché l'affaire. Il vient d'ailleurs de se blesser un petit peu à l'Arcade Soussélière ce week-end parce qu'il n'a pas lâché le combat. Enfin, normalement, c'est pas du combat, c'est une compétition, c'est un match que tu pratiques. Mais écoute, je sais que ce sport peut être parfois assimilé à un sport de combat. Il faut défendre la balle. Allez, j'arrête avec le suspense. Je suis très heureux de recevoir Gary Florimond, ancien joueur de basket de haut niveau. Salut Gary. Salut, merci de me recevoir, merci les sportifs et puis je suis très ravi d'être dans le vestiaire aujourd'hui. Bon bah c'est cool, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on essaye de se capter. Moi je suis monté au Luxembourg pendant les fêtes de fin d'année, toi t'étais pas là, on s'est croisés parce que tu nous diras mais t'es pas très loin de la frontière luxembourgeoise. Maintenant je suis revenu dans ma région Castres où je dois avoir à peu près le même temps que chez toi là. Je sais qu'au Lux il fait pas super beau, il neige en ce moment, mais bon voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est la vague de froid sur la France, mais il paraît que de toute façon il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de problème, l'environnement, tout ça, tout va bien. C'est ce qu'on nous dit et il faut croire ce qu'on nous dit. Je suis pas certain, mais bon. Il me semble aussi que tu as fait la même formation que je suis en train de faire, mais toi en tant que sportif de niveau, à savoir la formation champion de ma vie de Cyril Blanchard. Est-ce que je ne m'abuse ? Ouais, non, en fait, alors pour être tout à fait précis, je m'étais inscrit pour la faire. Malheureusement, en fait, un concours de circonstances a fait que je n'ai pas suivi la formation, mais je suis ça de très près parce que j'ai pas mal de copains qui la font et c'est toujours un plaisir de voir un petit peu les thématiques, surtout qui sont abordées par les uns et les autres. Et surtout, des fois, en fait, on a des sportifs qu'on connaît de près ou de loin et on n'imagine pas les thématiques qu'ils veulent porter. Donc, c'est hyper intéressant de voir à chaque fois, en fait, quelle thématique et quel message ils ont envie de pousser au plus grand nombre. Donc, non, je suis ça avec beaucoup d'attention et qui sait, peut-être qu'un jour, je la ferai aussi. Bon, bah écoute, de toute façon, je pense que tu l'as dit, il y a plein de copains qui l'ont fait, donc ça te donnera peut-être envie. Et puis sinon, en off, j'essaierai encore plus de te donner envie, n'est-ce pas ? Bah, tu vois, quand j'étais au Luxe, j'en ai profité pour enregistrer avec Mehdi Meknesh, qui a fait aussi la formation. Je suppose que vous êtes déjà croisés. On ne s'est pas croisés, mais moi, je le suis notamment sur LinkedIn, qui est devenu la plateforme, en fait, on va dire, de la seconde vie des athlètes, où on prend des infos. Moi, ça m'arrive souvent de rechercher des mecs avec qui j'ai joué pour voir ce qu'ils deviennent. Et Mehdi, on ne se connaît pas personnellement, mais bien évidemment, j'ai suivi son parcours qui est hyper inspirant à titre de parcours sur les études sup. Je crois qu'il vient de prendre un nouveau poste, mais en tout cas, c'est quelqu'un de super inspirant, qui était déjà un grand athlète et qui fait une super reconversion. Donc, c'est vraiment cool de suivre ça de loin. Bon, on parlera aussi de ta reconversion à toi. Ce que je te propose, c'est de rentrer justement dans les vestiaires de Gary. Et sur un sport co comme le basket, les vestiaires, tu les as arpentés, et pas que ceux des clubs où tu as joué. Mais déjà, tout d'abord, dis-nous tout.
Qui est Gary Florimond? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Qu'as-tu fait? Comment as-tu découvert le sport? Enfin voilà, je t'en ai jeté plein. Tu choisis celle auquel tu veux Sur la répondre. carte. Alors, comme tu l'as dit, donc, je suis Gary Florimond, encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent. J'ai 36 ans, je rentre dans ma 37e année. J'ai été basketteur professionnel pendant 18 ans. Je suis natif de la Guadeloupe. Donc, je suis arrivé en métropole, en France métropolitaine, en fait, quand j'avais 15 ans pour intégrer un centre de formation, donc un parcours sport-études. Je suis arrivé dans la jolie petite ville de Cholet pour intégrer le club de Cholet Basket, qui, dans le milieu du basket et même de la formation, je pense, est très reconnu parce que Cholet Basket a formé une grande majorité des athlètes français qui ont pu jouer en NBA. Donc, parmi les plus connus, tu as Rudy Gobert, t'as un mec qui s'appelle Kevin Serafin, Nambé Dokolo qui est en équipe de France qui joue à Lasvel. Donc voilà, et puis j'en passe les meilleurs. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis retraité. Donc comme tu l'as dit, je suis pas loin de la frontière luxembourgeoise dans la ville de Metz. Donc Je me serais pas permis de dire que tu étais retraité. Hein. J'ai juste dit que tu avais mis un terme à ta carrière. Ouais, je suis retraité des parquets de haut niveau parce que c'est vrai que je joue encore un peu en amateur dans un club pas loin. Donc je suis à Metz, donc pas Metz comme certains peuvent prononcer, c'est bien Metz. Donc j'ai fait l'erreur le premier jour quand je suis arrivé ici. On m'a tout de suite repris avec vigueur. Donc c'est Metz, donc on est donc messin. Donc j'ai terminé ici ma carrière au quatrième division. J'avais fait le choix de quitter Orléans en club de première division quand j'y étais pour rejoindre ce projet de Metz qui était un projet ambitieux, mais qui était surtout un projet en fait semi-pro qui me permettait en fait de récupérer un peu de temps parce que comme tu le sais, les auditeurs le savent, le sport de haut niveau en fait c'est quelque chose de hyper chronophage. Les spectateurs, les aficionados nous voient le soir des matchs et des compétitions, mais derrière il y a pas mal de temps d'entraînement, de récupération avec les kinés, etc. Donc c'est vrai que c'était pas forcément compatible en fait avec la préparation sereine d'une seconde vie. Donc j'ai fait le choix de descendre et c'était le deal avec le club en fait de Metz, c'était de dire que voilà j'avais un entraînement par semaine le soir, ce qui me laissait largement la journée le temps de pouvoir en fait structurer, développer en fait ce qui va être ma deuxième partie de carrière. C'est un choix judicieux de ta part et aussi du club de se dire bon bah voilà, on est en quatrième division, on va recruter un mec qui est en première, qui je suppose est prêt à faire un effort sur son salaire, mais nous on est aussi prêt à faire un effort non seulement en termes d'attente sur les entraînements parce que tu l'as dit, ils ont accepté que tu ne t'entraînes qu'une fois par semaine, plus que tu sois présent au match, là où une fois par jour. Une fois par jour. Ah donc tu as fait un petit lapsus, tu as dit une fois par semaine. Bon mais c'était une fois par jour, donc le soir généralement à 18h, donc ce qui laissait quand même pas mal de temps. Donc mon premier choix s'est porté en fait parce que j'ai fait une formation qui s'appelle l'Executive Master Management de Lyon que j'ai terminé en 18 mois. Et ce qui était bien, c'est que le club me donnait à travers un de ses sponsors l'opportunité de travailler en fait en tant que responsable commercial. Donc, c'était hyper intéressant pour moi parce que ça me permettait, en fait, de tout de suite, après ma formation de Lyon, de mettre en pratique un certain nombre, en fait, d'une certaine méthodologie. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était hyper intéressant. Mais mon objectif, c'était, en fait, de créer mes structures, donc d'entreprendre. Mais cet épisode en tant que responsable commercial m'a apporté beaucoup, notamment, en fait, dans le réseau. Hein. Tu le sais que c'est hyper intéressant. Mais quand tu arrives dans une ville, tout de suite, de pouvoir créer un réseau, en fait, de partenaires, de connaissances forts, c'est quelque chose qui prend des fois des années à se tisser. La particularité, c'est quand tu es identifié comme sportif dans un club, ça te propulse et on va dire, ça décuple un petit peu ta capacité à rencontrer du monde. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai passé 2 saisons dans le club de Metz avec une option pour une troisième année. Donc là, cette année, mais que j'ai décliné parce que mes projets commençaient à devenir en fait vraiment trop prenants. En sachant que j'ai aussi une famille, donc je suis père de 2 enfants, marié. Donc l'équilibre entre projet sportif, projet pro de conversion. Donc je dis bien conversion, je parle pas de reconversion, je t'expliquerai un peu ça plus tard pour comment je vois les choses. Et projet de conversion, ça devenait vraiment très compliqué à gérer, donc j'ai décidé en fait d'arrêter avec le club.
et de me consacrer à 100% à mes projets pro et à ma famille. C'est intéressant ce point de vue conversion et pas reconversion avec tous les sportifs et toutes les sportives avec qui j'ai eu la chance d'échanger. J'ai toujours l'impression que vous avez déjà vécu en tant que sportif de haut niveau 2, 3, 4, 5 vies. J'avais à ce micro, j'ai publié récemment son épisode, Joachim Parizeau de Bayard. 23 ans, tu as l'impression qu'il a déjà vécu 4 vies. Et je pense que c'est le sport de haut niveau, ok, ça abîme parfois le corps, mais ça fait aussi grandir énormément, gagner énormément en maturité parce que vous êtes confronté à beaucoup de challenges que finalement, quand on est une personne, je mets des guillemets, normales, parce que vous êtes aussi des gens normaux, c'est juste que vous avez des capacités dans le sport que d'autres n'ont pas forcément, et puis parfois une résilience, et puis un talent pour s'entraîner, et puis ne rien lâcher, etc. Mais voilà, je pense que le sport a aussi cette capacité à faire gagner en maturité, parce que vous êtes confronté à des épreuves que nous ne rencontrerons qu'à 30, 40 ans, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est le sport, en fait, comme je dis, en fait, ce qui est hyper intéressant dans le sport et ce que surtout je garde, que ce soit les blessures, les défaites, c'est en fait la capacité à analyser, absorber en fait l'échec. Tu vois, souvent en fait, et c'est ce que je pense qui fait vraiment la différence, c'est que dans une vie d'athlète de haut niveau, on est confronté à l'échec hyper tôt, on est confronté en fait à la compétition hyper tôt dès le centre de formation. Tu arrives en détection, tu as 12 places, on est 50, 60. Donc tu vois, dès 15 ans, 13 ans, tu es confronté en fait à l'échec, à l'adversité. Et je trouve que c'est quelque chose, en fait, en tout cas dans la société française, on protège beaucoup les enfants. Tu vois, on protège l'échec, c'est pas bien. Non, bah non, mais c'est pas bien. En fait, non, l'échec, c'est hyper intéressant à partir du moment où on a appris, où on a développé des outils pour pouvoir analyser, avoir une vision hyper analytique de l'échec. Donc, tu vois, souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup des métiers de data analyst, etc. Et en fait, finalement, tu vois, dans le sport, tu as une notion, un rapport avec l'analyse en fait de ta personne, de tes performances, qui est hyper développée, hyper tôt, et ça te permet en fait de prendre beaucoup de recul et de séparer en fait tes émotions de la performance. C'est vraiment de ça dont on parle. C'est pour ça que tu as l'impression souvent qu'on a vécu 20 000 vies, mais non, on a vécu beaucoup d'échecs. Et en fait, de ces échecs, c'est développer une méthodologie de compréhension qui nous permet de très rapidement en fait tirer en fait des conclusions et de passer en fait dans l'opérationnel et de pouvoir apporter des réponses. Waouh, je n'échoue pas, j'apprends. Et effectivement, tu l'as dit, ce ne sont pas des échecs dès lors qu'on est dans l'état d'esprit d'apprendre de ses erreurs entre guillemets et qu'on se morfond pas dans celle-ci. Et puis surtout, l'intelligence, entre guillemets, c'est de faire une erreur une fois, d'apprendre et de ne pas la reproduire. Quand on commence à la faire 2 fois, on se pose des questions, 3 fois, on commence à atteindre la limite de l'intelligence. En plus, tu vois, le sport collectif, ce qui est intéressant, c'est que tu fais des échecs, mais tu fais des échecs en groupe, tu vois. Donc, en fait, souvent, moi, quand je parle avec des gens, avec mes enfants d'ailleurs, on voit que quand ils vivent un échec, c'est pas l'individu qui a échoué, en fait. C'est un moment et une situation qui a échoué. L'individu, en aucun cas, en fait, il est tu vois, les enfants, ils aiment bien dire loser, tu vois. Mais en fait, la personne, un être humain n'est jamais un loser. Une personne et un être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire dans sa composition, dans sa différence, dans sa faiblesse, dans sa force. Mais c'est surtout de comprendre que finalement, l'échec, c'est un manque de préparation, un manque d'analyse, un manque de stratégie avec un moment T. Et tout de suite, il faut être dans la capacité. Et dans le sport collectif, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs regards. Donc, ce qui va être assimilé pour un échec pour moi, pour un coéquipier, ça va être une prise de vue différente. Et avec un entraîneur, ça va être encore plus de détails, une prise de vue encore plus différente. Et plus dans l'équipe, dans le staff, on s'éloigne en fait de la partie opérationnelle, plus en fait on a de moins en moins de sentiments qui sont engagés dans le rapport. Et on a de plus en plus de détails. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une prise de recul hyper intéressante et hyper stratégique. C'est ça qui est vraiment cool dans le fait quand tu fais du sport, c'est que tu es staffé, quoi. Tu es staffé émotionnellement, tu es staffé aussi stratégiquement. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir tous les points de vue. Et ça ressemble beaucoup, finalement, à la structuration d'une entreprise. Tu vois, avec un CODIR ou un COMEX qui permet, en fait, d'analyser les choses
et on retrouve les mêmes principes, les mêmes modes de fonctionnement dans le sport. D'où l'intérêt d'être staffé, comme tu le dis, même dans les sports individuels, d'avoir un préparateur physique, un préparateur mental, un kiné, un ostéo, un nutritionniste, un diététicien, enfin je dis un, mais ça peut être une d'ailleurs, enfin d'avoir un staff, des gens aussi où on peut éventuellement déjà avoir un point de vue différent et puis peut-être aussi décharger un peu la pression en se disant ouais, là j'ai été nul, j'ai fait un match de merde. Non, tu n'as pas été nul. À cet instant-là, tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu voulais faire. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire qu'à un instant T, comme tu le disais, c'était pas le bon Ouais, et moment. puis tu sais, un athlète, une équipe, c'est comme une voiture de course. Et l'athlète, lui, est spécialisé en fait sur un secteur, mais tu as plein de personnes. Je parlais du nutritionniste qui est sur l'aspect en fait purement nutrition, qui est spécialisé, le préparateur physique, mental, et chacun en fin d'exercice, en fin de championnat, de course, est chargé d'analyser la partie dont il est responsable et d'y apporter en fait, si tu veux, une évolution. Donc, ce qui fait que l'athlète, finalement, il n'est pas obligé et il n'a pas à porter toute la responsabilité parce que, justement, et c'est là aussi que tu retrouves ça dans le sport collectif, c'est que tu as différentes positions avec différents atouts. Souvent, dans le basket, on parle des marqueurs, on parle de Jordan, mais Michael Jordan, par exemple, n'aurait jamais fait la carrière sans Scottie Pippen, sans Dennis Rodman, qui étaient des spécialistes dans d'autres domaines. Et quand l'équipe avait fait une déroute, bah, le grand public se disait que, tiens, Jordan est passé à côté, même s'il n'est pas passé souvent à côté. Mais finalement, c'est pas Jordan qui est passé à côté, c'est l'équipe. Et c'est de voir, en fait, sans incriminer les individus, qui a eu du mal à tenir, en fait, son rôle et comment on pourrait faire pour l'aider à la prochaine échéance. D'où la difficulté aussi, comme tu dis, dans les sports d'équipe, parce que tu parles de Jordan, c'est vrai il avait une équipe qui était soudée autour de lui, les Chicago Bulls, la belle époque du basket américain, mais parfois tu choisis pas tes équipiers. C'est la direction, c'est le staff, c'est les agents qui font du pushing pour avoir des équipiers différents. Comment tu gères ça justement? En fait, pour moi, tu vois, moi qui suis passé de l'autre côté aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, en fait, le sport, c'est pareil. C'est la même chose que le monde de l'entreprise. C'est exactement structuré pareil. C'est qu'à à dire, à un moment, les gens pensent que moi, j'ai joué avec des coéquipiers que je détestais. Tu vois, je veux dire, humainement, on ne s'aimait pas. Mais c'est bien aussi, tu vois. Je veux dire, en fait, on est des êtres humains avec des différences, avec des spécificités, mais on est tous là pour remplir un intérêt supérieur. Tu vois, c'est l'intérêt supérieur qui aide les gens à mettre leur ego, leurs différences de côté, parce que on est là où on a choisi d'être. Ça, c'est hyper important. Et en fait, on est là pour représenter un maillot, pour représenter un club, une institution, et nos égos doivent être mis de côté pour pouvoir, en fait, si tu veux, répondre à ce pourquoi on a été missionné. Donc, tu vois, quand tu es dans une entreprise, le matin, tes collègues, tu les vois, bah, attends, bah, tiens, quand il boit son café, bah, en fait, il fait trop de bruit que sa bouche, lui, il parle trop fort. En fait, on a toutes nos différences, mais l'intérêt supérieur, c'est l'institution. C'est ce que je dois faire pour répondre aux exigences de l'institution, ce que je dois faire pour répondre à l'exigence du public. Et c'est là, en fait, toute la notion de respect du maillot, respect, en fait, de la ville, du club, rentre en jeu et qui te permet, en fait, de dépasser, en fait, tes petites attentes, en fait, individuelles. Et ce qui fait que des fois, en fait, tu crées bah, des événements incroyables quand tu vois des clubs comme le Real de Madrid et des mecs qui sont capables de baisser leur salaire pour jouer au Real parce que tu te dis sur ton CV de sportif, tu vas pas dans un club, tu vas au Real. Tu vois, c'est différent. C'est une institution, comme tu l'as dit. C'est une institution. Exactement. Ouais. Donc c'est surtout ça qui est hyper intéressant. Et moi, en fait, le parallèle avec mon entreprise, pour moi, il est tellement fort, il est tellement, en fait, vibrant que, tu vois, des fois, je suis surpris que le monde de l'entreprise ne s'intéresse pas plus aux sportifs parce qu'il y a déjà des notions, j'appelle ça le bon sens paysan, tu sais, des choses tellement basiques, mais sauf que nous, on a poussé ça, on a vécu ça tellement fort, on sait à quel point ça fait la différence que le monde de l'entreprise devrait se servir de ça parce que quand je vois des entreprises qui galèrent à recruter, je me dis, bah, vous avez des sportifs qui sont là, qui ne demandent qu'une chose, c'est de former. Donc, en fait, vous avez un vivier d'athlètes incroyables, mais servez-vous. Servez-vous, la liste des sportifs de haut niveau est publique, hein, en tout cas ceux qui sont listés au niveau du ministère des Sports, de notre nouvelle ministre et de l'Éducation nationale aussi, on en parlait tout à l'heure en off sur le ton de la blague, donc ouais, allez vous servir. Il y a, je crois sur l'année 2024, il y a plus de 15 000 sportives et sportifs qui sont listés, donc il y a de quoi c'est faire. seulement ceux qui sont listés, tu vois. Moi Oui. j'ai lancé Atléo Sport, qui est un cabinet justement de recrutement pour les athlètes de haut niveau. Moi, ça vient d'un constat individuel. C'est quand j'ai fini mon parcours à Lyon, comme je te disais,
bah, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu sur les job boards ce que je vaux, parce que c'est un marché, je connais le marché du recrutement dans le monde du sport, je sais comment ça fonctionne, je connais les codes, je sais m'évaluer, on va dire, ma cote sur le marché. Le marché de l'emploi, je ne connais pas, donc je suis parti sur tous les job boards possibles et inimaginables. Même aujourd'hui, j'ai encore des gens qui m'appellent, je ne sais plus où j'ai mis mon CV, je recherche partout pour effacer, tu vois. Et en fait, j'ai reçu plein d'appels, mais une tonne d'appels. Et j'ai été très surpris de voir que tous les appels que j'avais des recruteurs, des chasseurs de tête, etc., ben en fait, si tu veux, ils faisaient table rase de mon parcours d'athlète de haut niveau. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ils te contactaient parce que EM Lyon ou ils te contactaient parce que sportif de haut niveau? EM Lyon, ça fonctionne. Tu vois, EM Lyon, tac, les mecs, ils t'appellent. Voilà, vous voulez passer. Et en fait, je me dis, mais attends, pour moi, entre un candidat en fait, à même niveau en fait d'études, ce qui fait la différence, c'est ma première partie de vie qui est riche, qui est différente, hybride, qui apporte en fait une vision, comme ils disent les Américains, out of the box. Et je trouvais que moi, c'était ça la partie la plus riche de mon CV. Et systématiquement, c'était cette partie en fait qui était mise de côté. Donc, je me suis dit, il y a un vrai problème de compréhension de mon profil. Et si moi, je ressens ce problème-là après avoir fait 1 million, je me dis qu'un sportif qui n'a pas eu le temps, le courage, l'opportunité de faire en fait une école comme celle-ci, ben, comment lui se sent sur ce marché de l'emploi face à des personnes qui ne comprennent pas son profil. Donc c'est là où je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont là sur la partie orientation, validation avec l'expérience, etc. Mais très peu d'acteurs sont là. Il y en a, mais ils ne sont pas pléthores pour vraiment aller faire cette partie acculturation auprès des entreprises pour leur expliquer comment en fait un athlète fonctionne, quelles sont les compétences transférables et comment en fait ils peuvent participer en fait à cette conversion en fait des compétences vers le monde de l'entreprise. Bah écoute, dans la vraie vie, en dehors du podcast, moi je suis recruteur technique, donc je recrute des devs, des CTO et autres. Il y a quelques ponts à trouver, Gary. Et puis notre cabinet est basé au Luxembourg, donc on continuera la discussion, t'inquiète. Non, mais tout ça pour rebondir sur ce qu'on disait un petit peu au début de cet épisode, c'est-à-dire que les sportives et les sportifs de haut niveau, vous avez déjà vécu 2, 3, 4, 5 vies avant de rentrer dans le marché du travail, dans la vie active à 25 ou 30 ans, 35 pour toi, parce que vous avez été amené justement à rencontrer tout ce que certaines personnes rencontreront beaucoup plus tard dans la vie active, être confronté à l'esprit d'équipe, à défendre le maillot ou à défendre la mission ou défendre être au service du client, finalement, c'est ça aussi dans une entreprise. Dans un sport d'équipe, tu es au service de l'équipe, mais au final, tu es quand même au service du client parce que qui vient voir les matchs? Tu joues pas par Kevin. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu sais, souvent, je disais, c'était marrant, tu vois, j'avais ce parallèle. Par exemple, moi, j'ai mon petit frère qui a fait un parcours, on va dire, plus conventionnel. Et je lui disais, tu vois, toi, par exemple, au bureau, quand tu vas faire une action, tu vas envoyer un mail, tu vas faire une photocopie, tu n'as pas 5, 6, 10 000, 15 000 personnes qui sont en train de t'applaudir ou de te siffler. Tu vois, nous, très tôt, moi, j'ai commencé à jouer devant des personnes qui jugeaient mes performances depuis que j'ai 13 ans. Tu vois, donc en fait, si tu vois, le rapport avec la performance ou le fait d'être scouté, d'être jugé, évalué, c'est un truc que je vis hyper bien parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon parcours et qui pour moi est normal. C'est-à-dire que à chaque fois que je fournis une prestation, elle doit être analysée soit par des puristes, soit par des personnes qui ont payé un ticket de match et qui, de ce fait, sont devenus des actionnaires d'un moment. Tu vois, donc, moi, c'est comme ça que je le vivais. Je me disais, je vais dans une salle, il y a X personnes qui ont payé un ticket, ces X personnes, elles deviennent actionnaires d'une société d'événementiel de 20h, lancement du match, à 22h30, coup sifflet final. Tu vois, et pendant ces 2h30, ces personnes-là, elles ont payé pour avoir une prestation, elles attendent quelque chose en retour, et c'est normal qu'elles me sifflent ou qu'elles m'applaudissent parce qu'elles sont exigeantes et elles ont le droit de l'être. Ah, j'aime bien cet état d'esprit. Va falloir qu'on continue après l'épisode de podcast, Gary, franchement. Revenons un petit peu à toi, justement, parce qu'on est rentré direct dans le vif du sujet. Tu es passé un peu vite sur ta jeunesse et ta découverte du sport. J'aimerais que tu reviennes avec nous, justement, sur comment est-ce que tu découvres le sport, et en particulier le basket, en Guadeloupe? Écoute, c'est assez marrant. Moi, j'arrive dans ce sport plutôt tard.
Pourquoi? C'est que je suis dans ma petite commune. Attends, c'est quoi tard? C'est quoi tard? Parce que si à 13 ans, tu arrives en France, c'était pas si tard Oh, que mais ça. bon, généralement, quand tu discutes avec des sportifs de niveau, notamment dans le basket, les mecs, ils ont commencé à 6 7 ans. Tu vois, moi, mes gamins, ils ont commencé à faire du sport depuis qu'ils ont 4 5 ans. Tu vois, moi, j'étais pas du tout sportif. J'ai des gros problèmes d'asthme étant jeune, avec pas mal de crises d'aller-retour, en fait, des longs séjours à l'hôpital. Et en fait, finalement, j'ai une pédiatre qui conseille à mes parents, ben, écoutez, faudrait qu'ils fassent un sport. Là où souvent les asthmatiques, on a tendance à non et tout, faut pas que tu sois essoufflé. Moi, on m'a dit, écoute, il faut que tu te mettes à un sport parce que voilà, tu as des gros problèmes de santé au niveau respiratoire. Donc, du coup, moi, dans ma famille, j'avais des cousins qui étaient complètement dingues de basket. Et donc, du coup, bah, mon père, instinctivement, bah, tu sais quoi, tu vas t'inscrire au club de basket du coin avec tes cousins et tu vas faire du basket. Et en fait, je détestais ça. Non, mais littéralement, je détestais ça parce que. Mais tu vois, c'est marrant de revenir en arrière quand tu nous dis j'ai commencé, j'ai détesté Ah, ça. non, non. Pourtant, tu as été joueur de basket Ouais, pro. non, mais clairement, mais tu sais, les mecs qui ont commencé avec moi, en fait, ils ont tous toujours rigolé de ce truc-là parce qu'ils savaient que, en fait, j'aimais pas ça. En fait, et ce que j'aimais pas, c'est que moi, je venais d'une famille très modeste, vraiment très modeste. Et je suis arrivé dans cet écosystème, en fait, du basket où, moi, je te parle de ça, on est dans les années début 2000, tu vois, où c'est la NBA, les gamins, ils ont tous des maillots. Et en fait, moi, je viens d'une famille plutôt modeste. Et je me rappelle que mon premier entraînement, je suis venu avec un short en jean, tu vois, coupé, un jean coupé, et un t-shirt, en fait, publicitaire, tu vois. Donc, j'avais, je pense, une paire de complices ou d'Athénie, un truc comme ça. Et j'arrive là-bas, des gamins, ils ont des maillots Jordan, Orlando Magic, des chaussures de marque et tout. Et en fait, j'ai trouvé que c'était en fait vachement porté sur l'identité, sur l'apparence. Et en fait, j'étais hyper mal déjà avec mon apparence parce que j'étais un gamin très grand, pas forcément bien dans sa peau, moqué par les autres. Parce que bah, quand tu fais pas de basket, bah, tu es grand et ça sert à rien. Donc du coup, j'arrive au premier entraînement et je me dis, bon, bah, je vais comme d'habitude, on va se moquer de moi, on va me juger. Et en fait, bah, tout le contraire. Tout le contraire parce que bah, malgré tout, j'étais quand même un gamin assez volontaire dans l'effort. Moi, je viens d'une famille, mes parents, ils étaient dans l'agriculture. Donc en fait, la notion du travail, de l'effort, ça a toujours été quelque chose de très présent pour moi. Et donc finalement, je faisais beaucoup d'erreurs. Je n'étais pas très beau à avoir joué. Ça partait dans tous les sens, mais j'étais hyper généreux. Il y avait un ballon, je sautais dessus. Et en fait, mes coéquipiers, ils ont su valoriser ça. Ils ont su m'apprécier et me faire m'apprécier, en fait, justement pour ça, pour ce que j'apportais, ce que je leur apportais. Et finalement, je me suis pris au jeu. Et quelques mois plus tard, tu as une détection dans ce qu'on appelle un pôle espoir. Tu sais, c'est dans les crêpes. Et l'entraîneur, en fait, de mon petit club, là, il me dit, écoute, il y a un grand qui s'est blessé pour la détection. Si ça t'intéresse, tu peux aller faire le nombre. Donc moi, bah, on me dit, tu peux aller faire le nombre. Bah, tu sais, je vais faire le nombre, j'y vais. Ça veut dire quoi faire le nombre pour ceux qui Faire connaissent le pas nombre, l'expression? tu sais, c'est un sport collectif, donc il te faut un minimum de joueurs pour faire des matchs, etc. Et en fait, il y avait un grand qui s'était blessé, donc il leur manquait un grand pour pouvoir faire du jeu, pour juger les joueurs. Donc moi, je vais là-bas, j'arrive un peu sur la pointe des pieds. Et il y a un truc, encore une fois, c'est très marrant parce que tu vois, en Guadeloupe, je te dis, on vient d'une famille d'agriculteurs et c'est ma tante qui m'a ramené en détection. Et ma tante, elle avait une sorte de Toyota, tu vois, les camionnettes Toyota que tu vois souvent et qui sont ouverts derrière. Et en fait, j'ai fait 1 heure et demie derrière l'arrêt de la Toyota pour aller en fait jusqu'au point de rendez-vous en Guadeloupe. Donc, moi, j'arrive là-bas et tout ça, je saute de ma Toyota en mode, tu sais, cowboy, tu vois, j'arrive. Et en fait, je déchire tout, toujours dans ce qui me compose, c'est-à-dire en fait ben, la générosité de l'effort, euh, et puis surtout un, un rapport rien à perdre. Quoi. Je n'étais même pas prévu d'être là. Et en fait, je tape dans l'œil du recruteur, du sélectionneur. Et je me rappelle, il vient me voir et il me dit à la fin, il me dit, écoute, tes parents sont là. Et mes parents travaillaient, donc ils n'étaient pas là. J'ai dit non, je suis venu seul avec ma tante qui va venir me récupérer après. Il me dit, écoute, t'es pas très talentueux, t'es moche à avoir joué, mais tu as envie et ça me plaît. Je veux que tu nous rejoignes, tu vois. Ça a été mon premier rapport avec la sélection. C'est pas... Est-ce qu'à ce moment-là, tu as commencé à plus aimer le basket? Bon, en fait, j'ai pas plus aimé le basket, c'est que moi, j'aimais la compétition. En fait, tu sais, qu'à un moment, on te dit, tu peux pas. Ça, c'est un truc que moi, j'adore. Le tu peux pas, c'est un truc, moi, ça me transcende. Quand on me dit que tu peux pas faire quelque chose, je me dis, mais comment ça, je peux pas? Enfin, je dis, en fait, à un moment donné, comment quelqu'un qui ne me connaît pas peut dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose que je n'ai même pas encore entamé? D'accord? Ça, il y a des choses que je ne sais pas et que je ne pourrai jamais faire.
Mais à minima, j'ai essayé. Je me suis rendu compte que j'étais le premier à avouer, écoute, je ne peux pas faire ça. Je suis très lucide sur mes points forts et mes points faibles. Mais j'ai cette notion en fait de l'essai qui est hyper présente où quand on me dit tu peux pas, bah ouais en fait j'ai juste envie de te montrer en fait que tu te trompes. Donc du coup cette notion avec la compétition en fait c'est pas le basket que j'ai aimé en fait, c'est la notion de compétition collective. Cette notion en fait parce que comme je te le dis le premier rapport c'est que j'ai toujours été valorisé par les autres. Je n'ai jamais été quelqu'un de talentueux, je me suis toujours mis au service des autres. Et en fait, le sport, les coéquipiers, le collectif me l'a toujours bien rendu. Et c'est ce truc-là qui te donne en fait un espèce de pouvoir où tu es en train d'être un super-héros et tu te dis que tant que je serai entouré de personnes bienveillantes à mon égard, ben en fait, j'ai pas de limite, on n'a pas de limite. Et tu vois, c'est ces notions humanitaires en fait que j'ai adoré en fait dans ma carrière et dans le sport. C'est vraiment ce qui m'a fait durer, c'est vraiment ce qui m'a fait performer. Et est-ce que justement, tu as déjà eu des moments où tu t'es retrouvé avec un collectif, une équipe qui ne te le rendait pas, le fait que tu sois au service du collectif, où tu as toujours été avec des gens, je te cite, bienveillants? En fait, instinctivement, je pense instinctivement, les gens, tu sais, la recette de la victoire, elle est finalement très simple. C'est-à-dire, en fait, quand tu crées un collectif, encore une fois, c'est comme une entreprise, tu vois, je vais souvent faire le parallèle parce qu'il existe vraiment, c'est quand tu crées une entreprise, tout le monde ne peut pas être, tu vois, collaborateur de l'année. Tu vois, tu as toujours une partie invisible. Dans le sport, c'est toujours pareil. C'est qu'à un moment donné, c'est un équilibre entre ceux qui font le sale taf, le sale boulot, et ceux en fait qui sont sous la lumière, sous le feu des projecteurs. Et souvent, les coéquipiers avec qui j'ai joué, bah, en fait, moi, je défendais, je prenais des rebonds, je faisais des blocs, il y a des écrans, je donnais mon corps à la science. Et en fait, souvent, les coéquipiers ils se rendent compte au début que bah, ils ont plutôt l'impression que c'est pas valorisant, c'est du sale boulot, mais ils se rendent compte au fil de la saison, de l'année, de l'importance de ces petites tâches parce que eux, ils ne veulent pas les faire. Mais ça doit être fait. Donc, en fait, ils se disent, ils se rendent compte quoi? Parce que les gens sont, l'être humain est quand même intelligent. Ils se disent quoi? Ils se disent, si ce mec-là, il n'est pas là pour me faire des écrans, pour me libérer quand les défenseurs, ils sont à 1, 2 à défendre sur moi, ben, je ne pourrais pas, moi, briller. Si ce mec-là, il n'est pas là pour défendre quand moi, ben, je suis un peu fatigué et je veux garder un peu sous le pied pour l'attaque, ben, je ne pourrais pas le faire. Donc, finalement, ils se rendent compte par la force des choses de l'importance de ce que tu fais et en fait, ils finissent par l'apprécier. L'apprécier parce que ben, ça leur permet eux aussi de briller. Ils se rendent compte que finalement, bah, tu es quelqu'un qui est dédié à l'équipe, dédié à eux, et finalement, ça t'est toujours mis en lumière. Et tu vois, c'est très marrant parce que toute ma carrière, il y a toujours eu deux temps dans mes saisons. C'est un premier temps où bah, tes coéquipiers te voyaient et en fait, c'est normal, ils te jugent, ils disent, bon, le mec, il n'est pas hyper talentueux, c'est pas le meilleur joueur. Et en fait, au fur et à mesure dans la saison, ils se rendent compte que bah, finalement, en fait, tu es une clé, en fait, tu es une pièce maîtresse et qu'ils doivent te prendre soin de toi parce que toi, quand tu es là, c'est 100% et tu comptes pas. Et que si tu dois aller te péter une cote sur une chaise pour sauter sur un ballon, tu iras et tu réfléchiras pas. C'est la posture de la secrétaire ou l'assistante de la Ouais, direction, quoi. C'est la personne qui est plus ou moins invisible, même si c'est souvent elle qui est en contact, qui fait barrière pour protéger le patron, le CEO, et pour lui organiser son agenda. Tu te dis, bon, bah voilà, la secrétaire, j'ai pas besoin de prendre une star, n'importe qui pourra faire le job. Non, 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 non. En fait, la secrétaire, c'est celle justement qui va permettre au patron d'être plus apaisé, d'avoir un agenda plus libre et puis de pouvoir se concentrer sur son job à lui qui est de diriger bien l'entreprise. sûr, tu vois, souvent dans les clubs, dans les sports collectifs, tu as une pièce pour moi qui est une pièce maîtresse. C'est l'intendant. Tu vois, ce mec-là, tu ne l'as pas dans un club, mais ton club, mais il part mais, à la déroute. Parce que c'est souvent ce mec-là qui est là, et c'est un père, une mère, une épaule, une écoute, et un psychologue. Et en fait, l'intendant ou l'intendante, c'est des gens qui sont très peu valorisés, qu'on ne voit que très peu, mais qui font un job mais monumental. Parce que si tu ne les as pas, ben en fait, tes joueurs, les petites choses du quotidien qui leur facilitent la vie, la tâche, bah, ils n'ont plus. Et en fait, souvent, tu vois, c'est une pièce maîtresse dans les équipes qui, ça m'a toujours frustré de voir à quel point, des fois, il n'était pas assez mis en avant, ce poste-là d'intendant n'était pas mis en avant. Tu vois, c'est une idée pour un podcast d'inviter un intendant pour voir comment, parce que souvent, ce mec-là, il entend tout dans le vestiaire, il entend tout dans le bureau, il voit tout dans les appartements, les voitures. Et ce mec-là, souvent,
en fait, c'est un peu le disque dur de l'équipe. C'est des gens qui restent 10, 20 ans dans un club. Et en fait, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais c'est eux qui maîtrisent tout. Bon, bah écoute, je prends si tu as des contacts d'intendante ou d'intendante, tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait être intéressant. Je prends. Et pour revenir sur ton job avec Atléo, est-ce que justement, si tu avais une demande un peu particulière, tu irais chercher des intendantes ou des intendants si ça correspond aux attentes de tes clients? Ouais, clairement, parce que si je comprends bien ta question, c'est si jamais des clubs me contactaient pour aller chercher des intendants. Ouais, clairement Ouais. en fait, c'est un poste en fait aujourd'hui tellement, en fait, c'est tellement vaste. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui, en termes de gestion de projet, doit être hyper calé. Quelqu'un souvent qui doit être bilingue, s'il est en France, français et anglais, c'est le minimum de base. C'est quelqu'un qui a aussi un rapport avec la discrétion qui est hyper développé parce qu'il voit, entend des choses. C'est quelqu'un qui est dédié en fait aux autres. Parce que souvent, c'est des gens qui peuvent être appelés à 23 heures. Moi, j'ai des anecdotes incroyables avec des joueurs. Vas-y, raconte. On n'est pas là pour faire du scoop, mais raconte deux, trois trucs pour se mettre dans l'ambiance. Tu vois, l'intendant, c'est le mec, quand un joueur plante une bagnole en sortie de boîte à 3 heures du mat, c'est le premier mec qu'il appelle, c'est l'intendant. Tu vois, l'intendant, c'est le mec à qui on demande en fait le numéro d'un garagiste pour faire réparer un pare-choc avant que les dirigeants l'apprennent. Tu vois, en fait, l'intendant, c'est vraiment en fait pour moi le pivot d'une équipe. Vraiment, c'est celui qui permet en fait de faciliter, fluidifier. C'est celui quand la femme d'un joueur étranger a un problème pour aller chercher en fait un enfant à l'école, c'est celui qu'on appelle pour aller chercher. Donc en fait, il a de l'autorisation de récupérer tous les gamins. C'est celui généralement qui accompagne dans les rendez-vous en fait à la banque pour ouvrir les comptes en banque des joueurs étrangers. Enfin, tu vois, c'est quand je te dis c'est un père, c'est une mère, c'est vraiment, c'est réel quoi. Et ce public-là, je trouve que ce poste-là, par exemple d'intendant, en fait, il est sous-estimé alors que finalement, il n'y a pas de formation. En fait, les mecs, ils viennent et en fait, tu dois apprendre plein de choses. Planification, comme je disais, gestion de projet. C'est vraiment hyper large. Ouais, c'est le concierge de l'équipe. Ouais, clairement, quand tu vois aujourd'hui dans les boîtes, tu vois le rôle de. Alors, on va pas dire que c'est un happiness officer, tu vois, mais il est pas loin parce que il est garant en fait de la bonne entente, le bon déroulement en fait des choses. Revenons un peu à toi encore, Gary. Je recentre le débat sur toi. Bon, on n'aura pas fait très long sur ton début de carrière, mais on pourrait, je pense, faire un podcast de 2-3 heures, mais c'est pas l'objectif non plus. Donc, tu arrives en France quand tu es assez jeune, tu rentres au centre de formation. Après, tu commences à intégrer des équipes de première division. Ouais, tout à fait. En fait, moi, je reste 4 ans à Cholet. Pendant ces 4 ans à Cholet, je suis en équipe de France junior, espoir, donc avec des championnats d'Europe, un championnat d'Europe en fait en Turquie, un championnat d'Europe en Serbie, euh, où c'est des moments quand même assez forts quand tu joues la Turquie chez elle avec un stade avec 10-12 000 personnes. Tu passes sur la télé nationale, c'est quand même assez incroyable. Tu vois, comme beaucoup d'actionnaires pour ce moment-là. Ouais, clairement, beaucoup d'actionnaires, mais surtout pour l'équipe turque. Mais nous, on avait. Mais tu vois, je me rappelle, on rentre sur le terrain, on n'entendait pas le ballon rebondir. Tu vois, il y avait. Ah ouais. Quand tu as 12 000 personnes dans une salle, tu es là, tu as 17 ans, on est. Les Français, on arrive, on se regarde, on était morts de trouille, tu vois. Tu te dis, si jamais on gagne ce match, on sort pas de la salle, c'est pas possible. Tu vois, donc en fait, tu joues contre des mecs qui vont être des futurs stars dans leur pays, qui sont déjà reconnus. Tu te rends compte qu'on parle d'investissement pour les Turcs, c'est des malades, tu vois. Quand ils sont après leur équipe, c'est un truc de malade mental, tu vois. Et c'est des expériences incroyables. Quand tu as 17 ans, 18 ans, tu vas en Serbie faire un championnat d'Europe, c'est des choses qui te forgent un caractère. C'est des choses en fait où tu prends une dose en fait d'adrénaline incroyable. Et je pense que ça te nourrit aussi, ça nourrit le compétiteur et le champion qui est en toi parce que des moments comme ça, tu as envie de travailler dur pour les revivre à l'infini. Donc voilà, moi je te dis, après, je signe mon premier contrat pro à Cholet Basket, où j'intègre l'équipe professionnelle. Malheureusement, je suis prêté. Donc, en fait, il faut savoir qu'en pro, en fait, tu signes un contrat professionnel, mais tu peux être prêté dans un club. Donc, moi, j'ai été prêté dans un club en seconde division, le club de Poitiers, le Poitiers Basket, où j'ai passé 2 ans à parfaire un petit peu mon jeu. On a été champion de seconde division. Donc, ce qui voulait dire que le club accédait à la première division. Malheureusement, j'ai pas été conservé. Donc, moi, j'ai enchaîné sur plusieurs clubs de seconde division par la suite. Donc, j'ai joué à Nantes,
J'ai joué à Évreux, à Charleville-Mézières, donc j'ai beaucoup voyagé. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je remonte en première division à 25 ans, à Reims, où j'ai la chance d'être recruté par un entraîneur monténégrin. Et là, ouais, là, je fais la rencontre en fait de l'exigence en fait des coachs des pays de l'Est. Et ça a été incroyable parce que je suis tombé sur une personne qui m'a fait découvrir un autre rapport en fait avec le management. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des coachs français avant qui avaient un management très proche où on parlait beaucoup. Et là, c'était un management en fait où c'était très directif, euh, où il y avait très peu de rapports humains. Alors au début, ça peut être assez surprenant, mais en même temps, ça a été appréciable parce que c'était quelqu'un de très professionnel et justement, en fait, dans son rapport avec les individus, il était assez restreint parce il mettait l'équipe avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de micromanagement, il y avait un management vraiment de groupe avec un plan de jeu, un plan d'équipe, avec des objectifs collectifs. Et il n'avait pas le temps à perdre en fait sur des états d'âme ou des attentes individuelles. C'était vraiment faire un mécanisme, une machine qui s'auto-exécute et qui est là pour répondre aux exigences d'un collectif. Donc, ça a été quelque chose d'hyper enrichissant pour moi de voir en fait ce type de management et de pouvoir en fait finalement en fait progresser aussi de mon côté dans une atmosphère en fait hyper comment je pourrais dire ça, pointue. Mais quand je dis pointu, c'est ton pied, s'il était sur le trait, il ne pouvait pas être 5 cm à côté. C'était vraiment sur le trait. Tu vois, et c'était le coach un peu, le coach où il arrivait le matin, le mec se mettait en short, il s'échauffait et le mec était dans l'entraînement avec toi. Tu sais, c'était vraiment impressionnant. Et je te parle de ça, je te parle d'un entraîneur qui avait une soixantaine d'années. Donc quand tu vois un entraîneur qui arrive, qui se change comme le joueur, qui s'échauffe, qui fait les exercices, qui te montre, c'est vraiment une autre culture. Tu penses que ça vient de la culture vraiment tous les Monténégrins ou une bonne partie sont comme ça, ou ça venait de l'homme? Vraiment cette connotation parce que tu sais, quand tu as un coach qui commence à te parler des dieux du basket, ça, les mecs, ils ont enfin, c'est vraiment le. Je dis, c'est un gars qui a été pro, qui a joué jusqu'à 41 ans. Euh, et vraiment, le gars te parlait de dieux du basket. On doit prier les dieux du basket, on a demandé aux dieux du basket. En fait, ouais, c'était une approche, le mec était dévoué, quoi. Mais vraiment, enfin, c'est un amour. Là, j'ai découvert un amour du basket, mais à travers les yeux du coaching, où c'était la précision, les détails. On faisait des vidéos de 2h30 où on arrêtait à chaque passe, limite. Tu sais, c'était un goût de la précision qui était, mais c'était poussé à un niveau incroyable, quoi. Mais en même temps, pour le jeune joueur que j'étais, c'était hyper enrichissant parce que je n'ai jamais été aussi bon que quand j'ai joué pour ce coach-là. Est-ce que c'était, alors on fait pas, j'ai pas forcément envie de faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que c'était, tu as jamais été aussi bon parce que justement tu trouvais quelque chose dans ce coach qui t'a intéressé, attiré, touché, et tu voulais lui rendre en fait ce que lui t'apportait, ou est-ce que c'est juste que c'était le bon moment, les bonnes conditions, et que ça n'avait pas forcément à voir avec l'homme, le coach? Je pense que c'est un peu de tout ça. Tu sais, la réponse. La réponse de Normand, t'as joué à Évreux. Ouais. Moi, je suis rouennais, donc. Okay. Mais en fait, c'est une somme de tout ça parce que si tu veux, je te l'ai dit avant, je suis un joueur de l'ombre. D'accord? Et le fait de tomber avec un entraîneur qui n'avait pas cette vision individuelle de l'équipe, qui vraiment mettait le collectif en avant, ben moi, ça m'a permis en quelque sorte aussi d'être mis en avant. Parce que finalement, je te l'ai dit, moi, je vivais à travers l'équipe. Et ça m'allait bien que l'équipe soit mise en avant. Et en fait, bah, tu vois, c'est un mec qui m'a donné des responsabilités très tôt. Tu vois, par exemple, parce que c'était le collectif. Il n'y avait pas de place pour l'individu, pas de place pour l'état d'âme. Euh, tu vois, j'avais des joueurs hyper talentueux qui avaient du mal à s'exprimer avec lui parce que c'est des personnes qui avaient un côté très artistique de la performance, où ils avaient besoin de beaucoup de liberté, un grand champ d'action. Et finalement, avec cet entraîneur-là, ça passait pas. C'était tu stick to the plan. Tu dois te coller au plan et rien d'autre. En fait, on n'est pas des peintres, on n'est pas tu vois, on n'est pas dans un aspect artistique. On est là pour faire de la précision. Et en fait, bon, en même temps, si tu avais été peintre, vu que tu es très grand, ça aurait peut-être aidé, non? Ouais, j'aurais pu avoir une vraie carrière de peintre ou de plâtrier, tu vois, mais Non, mais je vois bien, c'était pour la petite blague. Et pendant tout ce temps-là,
notamment quand tu as été prêté par Cholet à d'autres équipes, à Poitiers, quand tu as bougé un petit peu partout. Comment est-ce que tu finances ta carrière? Parce que, encore une fois, en sport individuel, à la limite, c'est assez simple. C'est la personne qui se finance sa carrière en allant chercher des partenaires, des sponsors. Quand on est dans un sport collectif, dans un sport d'équipe, est-ce que tu étais salarié par le club? Est-ce que tu avais des partenaires, des sponsors en particulier? Comment est-ce que tu vivais au quotidien en fait? Alors là, c'est intéressant que tu poses ces questions parce que je pense que beaucoup de personnes qui vont nous écouter ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, quand tu Bah, surtout, on parle basket. J'imagine que beaucoup de Français ont comme image Tipeee, donc Tony Parker. Mais tout le monde n'est pas Tony Parker. qui est en train de. Qui est juste un ovni, tu vois, et contre qui j'ai eu la chance de jouer quand il avait 16 ans. T'imagines pour un mec comme moi qui va bientôt avoir 37 ans, ah, tu vois, je regarde ça avec mon fils et je lui dis, bah, tu vois, Victor Wembanyama, bah, papa, il a eu la chance de jouer contre lui. Ça, c'est. Ouais, mais lui, il avait 5 ans, c'est ça? Tu vois, tu te dis, c'est incroyable, tu vois. Et il était à Nanterre, je m'écarte un peu, mais il était à Nanterre, il avait 16 ans et je te promets que je savais déjà que le mec, c'était un ovni. Il avait 16 ans, quoi. 16 ans. Et je me rappelle d'une action avec un de mes coéquipiers, il fait un mouvement, tu vois, qui peut paraître anecdotique pour la plupart des basketteurs, mais quand on fait sa taille et qu'on a 16 ans, de faire ça, c'est juste incroyable. Et avec mon coéquipier, on se regarde en mode, ouh, tu vois, genre, c'est incroyable ce qu'il vient de faire là, tu vois. Et donc ça, c'est pour la petite anecdote. Alors pour revenir un peu sur ta question, comment ça fonctionne dans le sport professionnel? Quand tu es basketteur professionnel ou footballeur ou handballeur, en fait, on est assimilé en fait salarié. C'est-à-dire qu'en fin de mois, tu touches ton salaire, tu as une fiche de paye, donc en fait, tu signes des CDD de 10 mois parce que la saison, elle dure 10 mois. Et quand ton CDD se termine, si tu n'as pas re-signé, ben, en fait, tu vas au chômage comme tous les Français en période en fait, de recherche d'emploi. Donc, c'est un système qui est assez simple, qui est beaucoup moins complexe que les sports individuels qui doivent chercher des sponsoring, du mécénat, etc. pour se financer. Nous, de ce niveau, de ce côté-là, on est plutôt, entre guillemets, serein. D'accord. Je ne vais pas dire tranquille parce que en fait, ton salaire, il faut le mériter et que finalement, tu as quand même cette pression en fait, de fournir des résultats, ce qui est assez particulier. Moi, je dis souvent le basket, c'est le sport collectif le plus individuel parce que tu fais partie d'une équipe, tu es salarié, mais en fin de contrat, on te recrute sur tes statistiques individuelles. C'est assez particulier. Donc, donc en fait, Ça devait être encore plus particulier pour toi qui étais un joueur de l'ombre. Comme tu l'as dit, t'étais pas. Alors, je te cite, hein, je me permettrai pas, mais t'étais pas forcément talentueux, c'était pas forcément beau à voir, mais par contre, tu faisais tout ce que les autres ne faisaient pas. Donc, j'imagine que tes stats étaient pas à la hauteur d'un Victor qui lui fait que de marquer. Après, c'est une équipe, en fait, c'est toujours pareil. J'ai toujours eu la chance de jouer dans des bonnes équipes parce que quand un entraîneur crée un collectif, il crée en fait, il fait pas une somme d'individus. C'est là souvent en fait les gens qui ne connaissent pas en fait critiquent des fois des choix de sélectionneurs d'équipe nationale où ils disent il n'a pas recruté un tel, il n'a pas recruté un tel. Quand tu fais une équipe, c'est pas la somme des meilleurs joueurs, c'est l'équilibre des meilleures en fait compétences pour atteindre un objectif. Donc souvent l'entraîneur, bien évidemment, il va avoir un regard analytique, un regard financier parce qu'il a une enveloppe qui lui est attribuée pour constituer une équipe. Donc, c'est faire les choix sur les postes les plus cohérents. Donc, bien évidemment, on ne se bousculait pas pour me recruter parce que d'abord, les entraîneurs veulent recruter en fait leurs scoreurs. Parce que dans un basket, quand même, c'est un sport où il faut mettre des paniers. Donc, si tu fais une équipe qu'avec des bagarres et Florimont, à un moment donné, les supporters ils vont s'ennuyer. Tu vois, tu auras des scores de matchs de foot et ça va pas être forcément intéressant, tu vois. Tu vois. Donc, ouais, mais bon, écoute, 5-2, c'est toujours l'équipe de Gary qui gagne. Par contre, tu verras des taquets, tu verras des coups d'épaule, tu vois. Si tu aimes ça, tu vas être servi, tu vois. Mais dans la constitution, tu as des temps forts dans le recrutement. Tu as des temps forts où tu as des premiers, tu as des scoreurs qui sont plébiscités assez tôt, pour laquelle il y a une enveloppe quand même plus importante. Donc, c'est un marché, c'est le premier marché. Ensuite, tu as un second marché sur. Et en fait, tu as plusieurs temps en fait, pendant le mercato, en fait, comme ça. Et voilà. Donc, j'ai jamais été le premier recruté, mais jamais été non plus le dernier. Et l'intérêt, c'est ce qui est intéressant dans le sport collectif, c'est de se spécialiser. Et moi, je me suis spécialisé, je te le concède, par la force des choses, parce que je n'avais pas le choix, tu vois. Mais je me suis spécialisé très rapidement sur la défense, sur le job de l'ombre. Et très rapidement aussi, j'ai été identifié comme un joueur comme ça. Mais ce qui a été plutôt frustrant, c'est comme tout être humain, j'ai voulu des fois upgrader un petit peu, changer en fait de statut. Et c'est vrai que quand tu as cette image de joueur de l'ombre, c'est beaucoup plus difficile
d'aller chercher en fait des responsabilités offensives parce que c'est pas comme ça que les gens t'attendent, c'est pas comme ça que les gens te perçoivent. Donc du coup, tu as du mal à te vendre en fait sur ce créneau-là. Donc l'intelligence d'un joueur, c'est très tôt savoir quelle va être sa spécialité. Et plus tôt tu trouves ta spécialité, plus de temps tu peux prendre à travailler pour te développer sur cet aspect spécifique. C'est comme un recruteur, c'est comme quelqu'un dans les RH, dans le commercial. Plus tôt tu connais ta spécificité, plus tôt tu peux te vendre et te concentrer. Et donc, pour revenir sur la question, comment est-ce que tu finances tout ça? Tu es salarié par le club, même quand tu es prêté. Alors ça, c'est pour rentrer justement un peu plus dans les coulisses, dans les vestiaires, mais tu es salarié par Cholet et tu es prêté à Poitiers, et c'est Poitiers qui paye Cholet ou c'est Poitiers qui te paye? Enfin, raconte-nous tout. En fait, ça dépend. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai parlé de mon cas, mais il y a aussi d'autres cas. Dans mon cas, c'est très simple. J'ai signé à Cholet Basket mon premier contrat pro parce que c'est mon club formateur et je lui dois mes 3 premières années de contrat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, en fait, pour que le club ait une forme de dédommagement, l'athlète lui doit les 3 premières années de contrat qui sont conventionnées au niveau salarial. C'est-à-dire que tu peux avoir plus, mais tu ne peux pas avoir moins. Généralement, les clubs te donnent juste ce qu'ils doivent te donner. Tu vois, à part exception, Victor Wembanyama, je pense pour qui on a fait une entorse, mais tout le monde comprendra pourquoi. Mais généralement, tes 3 premières années de contrat, en fait, tu les signes avec ton club formateur et eux décident de te garder parce que tu as le niveau, parce qu'ils croient en toi, parce que, etc., plein de raisons, ou de te prêter. Dans le cas où tu es prêté dans un club, seconde ou première division, c'est le club qui te reçoit qui finance en fait ton contrat. D'accord? Il y a eu des exceptions où des joueurs avaient des plus beaux contrats que ce que le club qui recevait le prêt pouvait financer. Donc là, il y avait en fait une entente entre les deux clubs où le club prêteur prenait en charge une partie en fait du salaire. Mais c'est comme ça, à ce niveau-là, en fait, tu vois, à ce niveau-là, les sportifs professionnels et à tort parce que il y a une différence, et je vais me permettre d'avoir ton podcast pour le dire. Il y a Vas-y. tout à l'heure, on parlait de sportifs sur liste ministérielle. Et en fait, tu vois, moi, aujourd'hui, qui ai monté une structure d'accompagnement pour les athlètes de haut niveau, il y a une vraie différence qui se passe et qui est pour moi, en fait, préjudiciable. Et c'est qu'aujourd'hui, que tu sois un athlète de haut niveau ou que tu sois un sportif professionnel, parce que c'est ça la différence. Athlète de haut niveau, sportif professionnel, c'est que tu as un contrat et tu as assimilé les salariés. Donc, tous les fins de mois, tu as un salaire. Athlète de haut niveau, tu fonctionnes avec, des fois, tu as un emploi ou tu as du sponsoring, du mécénat. Et sauf que sur le match de la fin de carrière, on est tous égaux. Parce que ça demande en fait les mêmes engagements. Un athlète de haut niveau, un sportif professionnel, s'entraîne 2 fois par jour, à des périodes de compétition, à des contraintes familiales, de localisation, etc. Donc, tu vois, souvent, en fin de carrière, on se trouve sur un schéma où il y a des choses qui sont mises en place pour les athlètes de haut niveau qui sont sur liste ministérielle, donc qui ont droit à certains, on va dire, certains ponts dans des écoles de kiné, etc. Et on a des athlètes professionnels qui, parce qu'ils ont été assimilés en fait salariés, ben, en fait ne se voient pas en fait avoir accès aux mêmes avantages que les athlètes de haut niveau. Et je trouve que en fait pour moi c'est une vraie contrainte parce que finalement c'est des gens qui se sont investis dans leur carrière de la même façon et qui ne sont pas en fait responsables du développement de leur écosystème. Donc, tu vois, c'est aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il y a une vraie difficulté. Et souvent, on entend parler de SHN, sportif haut niveau. Et en fait, dans ce jargon, on écarte systématiquement les sportifs professionnels. Je suis d'accord avec toi sur cette différence de statut. Et encore une fois, on y revient souvent. On peut être sportif pro et avoir le statut de SHM, de sportif de haut niveau, mais on peut pas être sportif de on peut être sportif de haut niveau sans être sportif pro. Voilà, tout à fait. Et du coup, les chances ne sont pas les mêmes pour ce qui est l'après-carrière, ce que toi, tu appelles la conversion. Oui, tout à fait, la conversion. La conversion des compétences, la conversion en fait, de l'investissement. Les chances, je ne dis pas que les chances ne sont pas les mêmes. Je dis juste en fait que je ne dis pas qu'il y a un statut qui est mieux qu'un autre. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas en fait, une homogénéisation en fait, du statut. De dire en fait que ce sont des athlètes de haut niveau. En fait, qu'il n'y ait plus de sportifs de haut niveau, plus de sportifs professionnels, qu'on est sur des individus qui ont fait des concessions du même titre, qui se sont investis dans leur carrière au même titre et qu'aujourd'hui, ils devraient tous être égaux
sur en fait les passerelles. Oui, parce qu'en plus, dans le sport collectif, dans le sport individuel, souvent les sportifs de haut niveau sont listés. Dans les sports co, c'est plus difficile parce qu'il faut avoir été en équipe de France, etc., etc. Donc les conditions sont pas forcément les mêmes. Toi, tu as été listé, mais par exemple, j'avais à ce micro Melissa Micaletto, qui est une ancienne basketteuse pro aussi, qui elle n'était pas listée. Ouais, c'est pas les mêmes parce que tu vois, tu as des accès dans des écoles de kiné, d'ostéo. En fait, tu as un certain nombre de choses qui sont quand même assez intéressantes en termes d'opportunités pour les athlètes au sens large du terme et qui ne se voient pas forcément être mis en place pour les sportifs professionnels. Donc, ça, je trouve que c'est peut-être un peu dommage de ne pas mettre tout le monde en fait sur le même piédestal. Mais encore une fois, c'est un constat individuel. Euh, il y a des choses aujourd'hui quand même qui existent, mais on se dit qu'aujourd'hui, en fonction des fédérations, en fonction des ligues, des sports, tout le monde ils sont pas tous égaux et c'est dommage. Ouais, mais c'est justement le moment d'en parler. Cette année 2024, l'année où il y a une petite fête de campagne en France, est-ce que tu seras au bord des parquets pour encourager les copines et les copains? Ouais, écoute, je pense que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'athlètes qui sont en liste pour les JO. Donc je pense que ouais, on sera à Paris pour les soutenir. Tu vois, même si moi c'est hyper heureux en fait pour les Français, pour le sport français en fait que ça se passe à Paris. En même temps, j'ai quand même des grosses craintes sur l'après JO. Tu vois, notamment pour les athlètes, parce qu'aujourd'hui en fait, on se rend compte que tout le monde s'empare du sujet des JO. J'ai l'impression que être sportif, ça n'a jamais été aussi stylé, en fait. Tu vois, Ouais, en France, en tout cas, hein, c'est l'effet JO, quoi. ça. Et ça me fait peur parce que il y a tout un effet marketing autour de ça. Et ça me fait peur que, de un, les sportifs ne comprennent pas et que se laissent léser, en fait, et pensent que ça va durer pour l'éternité. Et que, deuxièmement, en fait, que ça retombe comme un soufflet parce qu'il y aura un avant et un après JO. Et tu vois, souvent, moi, avec Atléo Sport, quand je discute avec des décideurs dans le monde de l'entreprise, je leur dis que les JO, OK, mais il y a un devoir d'inclusion de ces athlètes parce que c'est bien de les supporter et d'en être fier en vue d'une compétition, mais c'est mieux de le faire tout le temps. Et surtout, c'est encore mieux de prendre le temps de comprendre vraiment qu'est-ce qui les compose pour pouvoir ensuite leur permettre de transposer. C'est pour ça que je te parle de conversion, c'est de faire converger en fait toutes ces compétences en fait qui ont fait d'eux des champions. Comment mettre en place des programmes, des parcours pour les intégrer dans le monde de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'héritage, l'héritage du sport français, il se fait à travers les champions. Et les champions, comment on fait pour que ça continue d'être des champions? En fait, c'est les intégrer dans tous les pans de la société et notamment dans le monde de l'entreprise. Ouais, et puis il y a beaucoup, tu l'as dit, on l'a dit de nombreuses fois sur cet épisode, il y a beaucoup de passerelles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise et inversement. Mais souvent, les sportifs de haut niveau sont d'abord des sportifs avant d'être des entrepreneurs ou des salariés. Bien sûr, je dirais, avant même d'être des sportifs, je pense que c'est des performeurs. Tu vois, tout à l'heure, tu te parlais. Moi, je pense que j'ai toujours été, je suis un addict en fait de la compétition, du challenge. Et je pense que c'est là très commun à tous les sportifs. Tout à l'heure, on parlait de différence entre sportifs de haut niveau et sportifs professionnels. Je pense que c'est les mêmes parce que c'est des performeurs et c'est des gens qui aiment le challenge, c'est des gens qui aiment le défi. Et en fait, c'est la compétence qu'on retrouve chez tous les athlètes, tous. Même un mec qui se lève le dimanche, qui a fait sa semaine, en fait, c'est quelqu'un qui aime le challenge, qui aime le défi. Et je trouve que en France, c'est dommage qu'on se prive de ça, de personnes qui ont poussé le défi, l'amour du défi, l'amour du challenge, en fait, à l'extrême. Et je pense que c'est quelque chose qui est transposable en fait à tous les degrés. Bien évidemment, tout le monde n'est pas entrepreneur, puisqu'on vend souvent l'entrepreneuriat comme un truc cool et stylé, alors que c'est quelque chose de difficile, tu vois. C'est quelque chose sur lequel on a très peu de visibilité, mais beaucoup d'athlètes aujourd'hui ont envie de faire partie d'une équipe. Une entreprise, c'est une équipe, et en tout cas, les athlètes conçoivent l'entreprise comme ça. Beaucoup d'athlètes ont l'amour en fait de l'institution. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises sont des institutions, et je trouve que quand on parle de compétences, qu'est-ce qu'il faut de plus? Parce que la plupart des entreprises ont un parcours d'intégration en interne, sont capables de former des collaborateurs, pas sur tous les postes. Bien évidemment, quelqu'un qui n'a pas fait d'études de comptable ne peut pas devenir comptable, mais il y a un certain nombre de postes dans l'entreprise où ce qui fait la différence, ce sont l'attitude, plus que les aptitudes, tu vois. Donc, en fait, les sportifs ont développé ces attitudes, et je pense que ces attitudes
sont très facilement en fait transposables. J'ai le titre du podcast. Attends, je note. Attitude versus aptitude. C'est top ça. C'est pas mal, ouais, t'as vu ça, je vais faire un post sur Instagram, tu sais, avec un fond et écrit ça, tu vois. Ouais, t'as une belle punchline. Je t'enverrai la vidéo si tu veux, comme ça tu pourras récupérer des moments. Attitude versus aptitude. Ouais. Top. Gary, je vais pas te prendre trop de temps, on arrive doucement à la fin de l'épisode. Il y a une question que je pose à tous mes invités, que je pimpe un peu. Si tu pouvais, tu vois, si on pouvait vivre dans un monde un peu fantastique, tu pouvais te projeter en Guadeloupe juste avant de partir en France, rejoindre le centre de formation de Cholet, et que tu voyais le petit Gary de 13 ans qui sache exactement la vie que tu vas mener et qui tu es maintenant, qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi en te voyant? Bah, je dirais que, tu me dis ça me donne la chair de poule. Oh putain, des cons. Donc, ce que tu vas dire, ça vient du cœur, quoi. Ouais, clairement, en fait. Je dirais, en fait, je pense qu'il me dirait qu'il est fier de moi. Je pense parce que, comme je te le dis, en fait, rien ne me prédestinait, en fait, à tout ça. Et tu vois, je me rappelle encore, je ne sais pas si mes cousins écouteront ce podcast. Je me rappelle. J'espère bien, tu leur enverras l'épisode. Ouais, je me rappelle, je devais avoir 11 ou 12 ans. Et quand j'ai commencé le basket, je leur ai dit, je vais devenir basketteur professionnel. Et ils sont tous foutus de ma gueule. Tu vois, c'est ça mon premier rapport avec l'objectif personnel. Tu vois, et en fait, je lui dirais, en fait, ouais, je suis fier de toi, que tu es devenu une belle personne, que tu n'as jamais dérogé, en fait, à tes promesses, tu t'es jamais menti à toi-même. Et je dirais, ouais, juste, je suis fier de toi. Et qu'est-ce que toi, du coup, tu lui répondrais quand il te dirait ça et que tu aurais la chair de poule? Ouais, putain, t'es con, putain, ça part pas, là. Je lui dirais, en fait, change rien. Je dirais, profite de tes erreurs. Profite de tes erreurs parce que tu ne les feras qu'une fois et que les erreurs que tu vas vivre vont certainement être tes plus beaux moments. Donc, profites-en un maximum. Waouh! Bah, tu vois, tu m'as filé la chair de poule aussi. Merci, Gary. Et puis pour terminer, parce que je pense qu'on a fait un bon tour là, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te contacte si justement on veut embaucher des sportifs ou des sportifs de haut niveau, qu'ils soient pro ou pas, listés ou pas, des gens qui aient connu le sport de haut niveau, et puis tout simplement si on veut suivre un peu ton actualité? Bah écoute, Athleo Sport, ATHLEO, plus loin sport sur LinkedIn, pareil sur le site internet. Et sinon, sur mon LinkedIn, Gary Florimond, je pense que c'est là où tout le monde est, tout le monde se connecte. Contactez-moi pour discuter. C'est avant tout une de mes aventures entrepreneuriales, parce que j'en ai une autre aussi dans le monde de l'immobilier. Mais c'est vraiment en fait un héritage, c'est vraiment ce que je veux laisser aux sportifs, Athleo Sport. Voilà, je recrute aussi des sportifs parce que c'est pour nous, par nous. C'est ça mon leitmotiv d'Athleo Sport. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter. Qu'on puisse discuter, que vous aurez un intérêt direct ou indirect. Ce sera un plaisir de vous expliquer et de défendre un petit peu cette population dont j'ai et je fais partie. Gary, merci beaucoup pour ce bon moment, pour ces dernières minutes pleines de chair de poule. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs auront apprécié. Et puis, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci, ciao. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Gary Florimond que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Gary et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!